les sciences pouvaient être très intéressantes et l'enseignement qui m'en a été fait, somme toute, je l'ai trouvé assez décevant. Et c'est seulement en fait en me tournant vers les sciences humaines que j'ai découvert que les sciences, ça pouvait être passionnant. Quand on mettait un peu de chair, d'incarnation derrière des gens comme, je sais pas, Gauss, Cauchy-Schwarz, des gens comme ça. Quand on voit que ce sont des personnes réelles qui avaient de vrais intérêts, des raisons pour lesquelles elles faisaient leurs travaux, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Et donc ce travail, qui était mon travail de thèse, qui a été publié, est aussi en partie issu de ce dépit dont j'ai essayé de faire une force, à savoir comprendre un petit peu d'où vient aussi l'évidence avec laquelle, moi c'était mon cas, à peu près, pas trop mauvais à l'école, donc par l'entonnoir social, me retrouver à être ingénieur en ayant l'impression de ne pas avoir trop décidé pourquoi je me retrouvais là. Donc il a quand même fallu 15 ans pour me reconvertir complètement, être véritablement défroqué. Ça y est, je suis historien en tant que tel, en poste aujourd'hui, voilà. Mais donc cet ouvrage, c'est aussi issu de cette interrogation de savoir d'où ça vient. Cette évidence que la science, c'est quelque chose de bien, que je pouvais présenter à mes grands-parents ou même arrière-grands-parents quand ils étaient vivants. Ils comprenaient tout à fait ce que c'était, la science, être ingénieur, faire de la science. Quand j'ai commencé à faire de l'histoire et d'autres choses, c'était moins facile à expliquer. Quand j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, à l'histoire de la pisciculture, ils comprenaient beaucoup moins tout de suite. Mes parents pensaient que c'était une blague, en fait, que je travaille sur l'histoire de la pisciculture. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible de travailler là-dessus. Alors qu'être ingénieur, c'est tellement simple, c'est évident, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est, la science qui nous révèle la vérité du monde. Donc voilà, mon enquête historique visait aussi à comprendre d'où vient cette évidence qu'on peut expliquer à peu près tout le monde. Si on dit « Ah, mais la science l'a prouvé », et voilà, ça met normalement à peu près tout le monde d'accord. Dans les milieux un peu plus autorisés, on peut dire des choses plutôt du type la littérature scientifique américaine montre que, ce qui est aussi un argument d'autorité considérable. Donc voilà, alors je n'ai pas travaillé directement sur les États-Unis, mais disons, essayer de faire une sorte de généalogie, d'enquête historique pour voir d'où vient l'évidence de la science, qui nous apparaît quasiment palpable, et qui dans certains cas me semble relever d'une sorte de foi. On ne sait pas, par exemple, on peut, en effet, si on a travaillé l'électricité, on peut savoir ce qui se passe quand on appuie sur un interrupteur, mais si on ne connaît pas grand-chose aux théories de l'électricité ou de l'électromagnétisme, eh bien, même si on ne sait pas ce qui se passe, on appuie sur l'interrupteur et on sait que la science peut l'expliquer. D'où vient cette idée que même s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, la science l'explique déjà ou l'expliquera un jour. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors je vais dans les 40 et quelques minutes qui suivent, je vais essayer aussi bien de vous faire part de l'étonnement que l'historien peut avoir face à l'étrangeté du sens ancien de la science, et puis ensuite de rentrer dans un contexte plus spécifique, qui est le contexte français, parce que c'est pas la même chose dans tous les pays, même si en gros, l'ensemble de l'historiographie est à peu près d'accord pour dire que en Occident, principalement en Europe, c'est vrai aussi pour les États-Unis, entre 1760 et 1850, on a un mouvement assez massif qui fait que la science devient une forme d'évidence pour à peu près tous ces pays-là. J'ai travaillé, moi en tout cas, plus spécifiquement pour le cas français, et la périodisation que j'en ai tirée est un tout petit peu décalée. Je suis un tout petit peu plus tard dans le 19e siècle, et je pense que c'est aussi spécifique au cas français. Donc je vais commencer par essayer de vous montrer de quelle façon est-ce qu'on peut séparer le sens ancien du terme de science du sens contemporain. Et puis ensuite, parler un petit peu du cas français, quelques querelles très particulières, 1859-63, 2 mots sur les expositions universelles. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous parler de Louis Pasteur. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la correspondance de Louis Pasteur, qui écrivait comme un cochon, donc par moments je l'ai détesté, j'avoue. Mais surtout que c'était à la Mazarine, enfin la bibliothèque, l'antenne à la Mazarine de la BNF, et en fait il y avait encore la lumière qui sortait des vitraux du plafond, et c'était pas toujours très facile à lire avec le peu d'éclairage. Mais si j'ai pas le temps de parler de Pasteur, je dirais sans doute un mot à la fin d'un épisode très connu, ou censément très connu, la mise en place de l'école laïque gratuite et obligatoire en France, avec notamment l'épisode de Ferry, les débuts de la Troisième République, et comment est-ce que, à mon sens, penser l'émergence de la science, l'évidence de la science, c'est indispensable pour comprendre aussi l'émergence de cette école, et notamment sa fonction politique et sa fonction de stabilisation sociale. Voilà. Alors, trêve de préambule, quelques mots. Je vous dis ça plus ou moins, pas complètement au hasard, parce qu'il y en a que j'aime bien et que j'aime bien choisir dans ce sens-là, mais je me suis amusé à chercher dans le catalogue de la BNF, donc au dépôt légal, qui depuis François Ier, alors avec quelques exceptions, il y a des périodes où ça disparaît un peu, mais qui est censé comporter la totalité des ouvrages publiés en langue française. Quand on fait une recherche plein texte, pour voir le nombre de titres d'ouvrages qui contiennent le mot science,
Si on regarde sur la période 1750-1800, on trouve les titres suivants. Donc, je vous cite quelques titres. La science du maître d'hôtel confiseur, ça c'est 1750. La science du gouvernement, ouvrage de morale, de droit et de politique, publié en 1761. Turlututu ou la science du bonheur, poème héroïque-comique en vers et en 8 chants, 1783. Science des signes, ou médecine de l'esprit, connue sous le nom d'art de tirer les cartes. Là, la date n'est pas précisée, mais c'est probablement début des années 1780. Il y en a un que j'aime bien, il est très original même pour l'époque. L'art de foutre en 40 manières, ou la science pratique des filles du monde, 1789, publié à Amsterdam, on comprend pourquoi aussi, le besoin en effet probablement lié à la censure, qui est un véritable manuel de prostitution en fait. Mais on trouve aussi des choses qui, en apparence, pourraient être rattachées au sens que l'on porte, nous, à la science. On trouve des choses du type théorie des lois de la nature, ou la science des causes et des effets. Bon, c'est aussi suivi d'une dissertation sur les pyramides d'Égypte. Et ici, on voit bien que si c'est précisé la science des causes et des effets, c'est que c'est pas évident que la science en tant que telle, dans les années 1750 et après, parle en fait vraiment de ces lois de la nature. On a besoin de le préciser. Pour le dire très vite, et d'ailleurs on en a hérité un petit peu aujourd'hui encore, très légèrement, la science, avant les années 1800, c'est un synonyme très générique de la connaissance informée. Donc on peut avoir la science de la gourmandise, de l'équitation, du sens de la répartie, mais de l'astronomie aussi, pourquoi pas, mais à tous les niveaux. La science, c'est simplement un savoir relativement maîtrisé, relativement informé. Mais il existe aussi une connotation très péjorative à la science, dont on a un petit peu hérité aussi aujourd'hui, qui, comme quand on dit de quelqu'un « Oh là, celui-là, il est insupportable, il étale toute sa science ». On trouve ce sens vraiment très, très présent depuis au moins Rabelais. Vous connaissez sans doute la citation, enfin l'aphorisme « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est un anachronisme total de mettre dans la bouche de Rabelais quelque chose qui, à mon avis, s'apparenterait plutôt à Nostradamus, d'imaginer que Rabelais décrivait ce qui se passe dans les laboratoires au XXe ou XXIe siècle. On a l'impression, et d'ailleurs je pense qu'au collège c'est encore beaucoup donné, cette idée, ce petit aphorisme « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », avec l'idée que, évidemment, une personne qui travaille dans un laboratoire scientifique, qui ne prendrait pas garde aux conséquences de ses découvertes, si elle se retrouvait en effet à produire, je ne sais pas, une bombe ou un mécanisme qui allait détruire toute vie sur Terre, etc. Donc les scientifiques sont censés avoir une conscience des conséquences de leurs actes. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que dit Rabelais. Rabelais, au contraire, mobilise la science de façon péjorative pour qualifier le faux savoir, le savoir usurpé. Et selon Rabelais, et c'est d'ailleurs assez en accord avec ses inclinations évangélistes, eh bien, le vrai savoir, c'est celui qui est rattaché au divin, et c'est en ce sens qu'il est humaniste. Il faut revenir au savoir ancien, antique, et même au-delà, au savoir premier, qui est celui, selon Rabelais, qui aurait été fourni par la divinité. Bref, je pilote pas longuement là-dessus, parce que mon point, c'est simplement de dire que avant 1800, en gros, la science, ça ne renvoie pas du tout à ce qui nous semble évident aujourd'hui, à savoir une connaissance mathématisée, rationnelle, expérimentale, de laboratoire, et vérifiée, prouvée, démontrée. Ce n'est pas du tout quelque chose qui vient à l'esprit quand on parle de la science. Par contre, après 1850, je ne vais pas vous assommer avec des titres non plus, mais on trouve des titres de ce type-là. La science sans maître, journal de l'éducation mutuelle de l'humanité, 1855. La même année, essai sur la méthode de Bacon, de l'idée de la science. 1856, la science contre le préjugé. 1857, François Arago, qui est un grand astronome qui défendait l'astronomie, enfin la science populaire au XIXe siècle. François Arago, son génie et son influence, caractère de la science au XIXe siècle. 1858, petit livre où l'on traite de la vraie science. Donc on voit en l'espace de 50 ans, d'un demi-siècle, il y a eu une bascule radicale. On est passé de la science au sens ancien, une connaissance informée, générique, qui peut en effet avoir trait aussi bien à la cuisine qu'aux mathématiques. Et inversement, après 1850, il est très net, c'est une sorte d'évidence, en tout cas pour la population française, en grande partie, que la science, c'est en effet cette connaissance qu'on produit dans les laboratoires et qui dit la vérité du monde. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment cette bascule s'est opérée et au-delà de ça, comment est-ce que cette opinion s'est aussi développée et massifiée dans les consciences de la population française. Quand même une précision avant de rentrer dans ces quelques discussions. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est au cours du 19e siècle qu'on a inventé la botanique, l'astronomie, les mathématiques, la physique et tout ça. Ça existe bien avant, c'est très ancien. Mais la grande différence, c'est qu'avant le 19e siècle, on ne rassemble pas toutes ces disciplines dans un grand ensemble qu'on appelle la science. On rassemble ça bien davantage dans quelque chose qui s'appellerait la philosophie, éventuellement expérimentale, ou la philosophie naturelle. C'est la philosophie à l'époque qui sert vraiment un peu trivial, mais de grand chapeau, bref, de grand ensemble, qui subsume l'ensemble de ces connaissances.
D'ailleurs, un bon exemple de cela, c'est en 1773, Alexandre Saverien, alors c'est un peu ironique de s'appeler comme ça quand on veut faire une encyclopédie des connaissances humaines, mais donc en 1773, Alexandre Saverien publie un ouvrage en 8 tomes qui s'intitule Histoire des philosophes modernes. Et il veut justement poser la question de l'ensemble des connaissances, et donc on trouve un premier tome qui concerne l'histoire de la métaphysique. Ensuite, on a une histoire des restaurateurs de la philosophie, puis une histoire du droit. Donc on voit que la science juridique elle-même est intégrée à l'époque dans la philosophie. Et ensuite, on rentre dans des tomes consacrés à une histoire de la chimie, de la physique, de la cosmologie, etc. Évidemment, aujourd'hui, on comprend que les choses ont changé. Si un étudiant va à l'université pour suivre un cursus de philosophie, il serait très surpris que la moitié de ses cours soit constituée de chimie, de physique, d'astronomie. Ce n'est pas évidemment ce qui est prévu au programme. Donc voilà, simplement pour dire qu'avant 1800, en gros, et je le fais un peu à coup de hache, mais voilà, c'est nécessaire, il n'y a pas un temps infini pour présenter, mais avant 1800, la philosophie regroupe la quasi-totalité des connaissances, la science c'est un synonyme générique de la connaissance, et après 1850, on est dans un univers où on va voir très clairement cette connaissance de laboratoire, qui correspond à une nouvelle réalité, qui va être désormais considérée comme synonyme du vrai, en toute chose. Et de façon assez logique, petit à petit, tout ce qui ne correspond pas à cette image d'une connaissance produite en laboratoire sera inversement considéré comme quelque chose n'étant pas en tant que tel légitime et véridique. Alors, quelle cause peut-on rattacher à cette évolution ? Il y en a une qui est absolument triviale et qui est vraiment largement balisée par l'historiographie. Là, je n'invente absolument rien, c'est vraiment très bien connu des historiennes et historiens. C'est évidemment le développement de l'université et des institutions dédiées à ce savoir. C'est très simple, il suffit de regarder les principaux savants qui ne s'appellent pas encore scientifiques, au XVIIIe siècle et avant. La plupart du temps, de qui s'agit-il ? Ce sont des personnes qui ont un parcours monastique ou religieux quel qu'il soit, jésuites, on peut penser au moine Gregor Mendel, ou des aristocrates qui, sur leur temps libre, ont précisément la possibilité de travailler leurs activités savantes. On a tendance à assez souvent faire endosser ce rôle-là à Robert Boyle, fils du comte de Cork en Angleterre, qui est censé être celui qui, le premier, quitte l'univers de l'alchimie pour entrer enfin dans la vraie chimie savante et scientifique. Boyle, c'est un exemple typique de cela. Il a des moyens, pas infinis, mais extrêmement importants pour construire et faire fabriquer par des artisans des pompes à air, et ça lui permet d'avoir une réputation savante. C'est ça, c'est son activité de savant qui est adossée à sa situation en tant qu'aristocrate. Le 19e siècle opère une bascule, désormais on a des gens, et ça c'est très nouveau, des gens qui sont payés pour faire de l'activité savante. Ils n'ont pas par ailleurs des revenus et ils investissent leur temps libre pour en effet expérimenter. Non, c'est leur métier, ils travaillent tous les jours en allant à l'université dans des laboratoires. Alors évidemment, quand on lit les comptes rendus de l'université, j'ai trouvé ça dans les archives, il y a des choses assez étonnantes au 19e siècle. Les cours sont tous sauf obligatoires, les profs sont rémunérés par les étudiants qui assistent aux cours, et puis donc évidemment il y a une espèce de... c'est bien plus publicitaire presque aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui. Il faut attirer les étudiants si on veut pouvoir casser la croûte à la fin du mois. Et plus encore, des témoignages de professeurs qui sont dépités, qui racontent qu'en été, ils entendent des fanfares passer dans la rue, tous les étudiants s'en vont pour suivre des fanfares, alors ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de garder ceux qui... Voilà. C'est pas toujours simple, et puis pareil, les laboratoires, les premiers laboratoires tels qu'ils sont décrits, même encore à la fin du 19e, Pierre et Marie Curie travaillent dans des laboratoires où le toit fuit, il y a de l'eau qui tombe, en hiver il fait moins de 10 degrés dans la pièce, enfin voilà, c'est des situations qui sont extrêmement... Alors je ne suis pas en train de dire que tout est rose aujourd'hui pour les gens qui travaillent à l'université, qu'on a des moyens infinis, que personne ne court après l'argent, etc. Je crois que d'ailleurs c'est précisément la situation inverse. Mais en tout cas, l'idée d'un âge d'or qui aurait été celui d'une époque où tout le monde avait les moyens, etc., et tout le monde y croyait, je crois que c'est quand même pas si simple que ça. Bref, donc tout ça pour dire qu'au cours du 19e siècle se déploie assez largement l'université et l'activité savante à l'université. On paye des gens, de plus en plus de gens, pour aussi bien travailler, avoir un cursus étudiant qui permette d'aboutir à ce qui s'appelle une licence. À l'époque, la licence, et c'est pour ça que ça porte ce nom-là, être licencié, alors ça ne veut pas dire être viré, être licencié, ça veut dire obtenir la licence d'enseignement, avoir le droit d'enseigner. Donc, après avoir obtenu sa licence, on est quasiment directement professeur. Mais le nombre de thèses qui sont aussi suivies et soutenues en sciences augmente. On en est à plus d'un millier à la fin du 19e siècle, alors que ça se compte vraiment sur les doigts de la main au début du siècle. Pareil, la scolarité jusqu'au baccalauréat évolue beaucoup. Il y a toute une bataille, pas le temps de détailler ici, mais avec l'émergence de ce qui va s'appeler le baccalauréat S-Sciences, qui n'existe pas avant les années 1850. Alors, c'est mis en place, puis après aboli, puis remis en place. Bon, il y a tout un débat. Passons. Mais donc,
on voit vraiment une reconfiguration importante de l'organisation des savoirs du point de vue institutionnel qui aboutit à une forme d'évidence de aussi la science, ça existe. Et d'ailleurs, on voit, là je vous ai dit que le terme science voyait son sens modifié, mais il y a un terme qui ne voit pas son sens modifié, c'est le terme scientifique, parce qu'il n'existe pas avant le 19e siècle. Il n'y en a aucune occurrence, ou alors ce sont vraiment des apax. Mais avant le 19e siècle, le terme scientifique n'existe pas, et il apparaît au 19e siècle très classiquement pour désigner une nouvelle réalité sociale, pour désigner des gens dont c'est le métier d'être des scientifiques. Ils font une activité scientifique. Alors ça, c'est un premier point assez évident. Très souvent, voilà, quand il y a un nouveau champ social qui apparaît avec des gens qui sont professionnalisés pour faire une activité, on trouve un nom à cette activité. Donc jusqu'ici, rien de particulièrement nouveau. Point qu'il me semble important de souligner quand même aussi, c'est que va s'ajouter et s'adjoindre à cet univers académique qui se développe autour de l'activité savante que l'on se met à appeler science, deux éléments centraux. Un élément qu'on pourrait qualifier de popularisation ou de vulgarisation, je vais en dire deux mots, et ensuite évidemment un certain nombre d'intérêts industriels. Alors je ne vais pas épiloguer trop longuement, mais quand même dire quelques éléments sur ces questions-là. Donc j'ai dit popularisation, massification de l'idée de science qui en passe par toute une littérature qu'on a un peu de mal à imaginer aujourd'hui, si on n'a pas forcément travaillé sur le sujet, et dont on a quelques héritages. Vous avez sans doute déjà vu en kiosque Science et Avenir, Science et Vie, La Recherche, on a quelques revues qui se battent en duel comme ça. Il faut imaginer que dans les années 1850, ce sont des dizaines de revues qui sont publiées. Je ne parle pas d'exemplaires, vraiment des dizaines de titres. Et en 1857 s'organisent ces journalistes au sein du cercle de la presse scientifique. Et ce sont donc des gens, c'est tout un petit milieu qui se met en place, dont l'objectif est vraiment de populariser l'idée de science. Que tout le monde, et certains d'entre eux ont même un vocabulaire religieux, Victor Meunier, socialiste anticlérical convaincu, explique pourtant dans l'un de ses textes que la science, avant qu'elle ne soit unifiée, trouvera en lui un apôtre, dans les colonnes de sa revue Un Asile, et qu'il sera vraiment l'un des évangélistes de la science à venir. Donc on voit vraiment cette science se diffuser largement de ce point de vue-là. Alors c'est un commerce vraiment florissant, la vulgarisation savante. D'ailleurs je précise, le terme de vulgarisation est anachronique parce que les journalistes de l'époque n'aiment pas. Ils préfèrent le terme de science populaire, puisqu'ils revendiquent le fait que le peuple s'empare de la science à tous les niveaux. Ce qui veut dire qu'en effet, on a des feuilles de choux vendues vraiment pour une bouchée de pain à la sortie des usines, ou des ouvrages dorés à leur fin à destination des studieux de la bonne bourgeoisie parisienne. Dans les deux cas, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse avoir accès le plus possible à la science telle qu'elle se révèle sous les yeux. Et donc s'ils n'aiment pas le terme de vulgarisation, c'est que la racine de vulgarisation c'est vulgaire, et ils disent justement non, nous ne faisons pas œuvre de vulgarité, et nous voulons éveiller les consciences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup d'autres velléités artistiques. Louis Figuier, qui est l'un des littérateurs vedettes de l'époque. Aujourd'hui, on a surtout retenu Jules Verne. Jules Verne, c'est côté littéraire. Louis Figuier, à l'époque, c'est vraiment côté... c'est assez aride, et pourtant ça se vend par dizaines de milliers d'exemplaires. Sa publication, L'année scientifique et industrielle. C'est très aride, il y a très peu de dessins, c'est du texte quasi intégral où il raconte les grandes inventions de l'année, les avancées savantes. Et Louis Figuier investit la fortune qu'il se crée autour de cette science populaire pour essayer de créer le théâtre de sciences populaires. Bon, alors c'est un fiasco intégral, très peu de gens assistent aux représentations, il perd une partie de sa fortune là-dedans, malgré le fait que sa femme, ayant ses entrées dans les milieux littéraires, essaye d'organiser des salons pour que les auteurs en vue viennent parler du théâtre de sciences populaires. Mais bref, ça marche pas très bien. Néanmoins, l'ensemble de l'entreprise qu'est la science populaire, par contre, fonctionne. Et en quelques décennies, il devient comme une sorte d'évidence que la science est là, et la science a toujours existé en plus, même si en réalité, linguistiquement, c'est une invention assez récente. Et plus important que tout, il me semble, cette idée se répand selon laquelle c'est la science qui dit la vérité du monde. Le message que propose la quasi-totalité des revues de sciences populaires, et tous bords politiques confondus, depuis les socialistes les plus révolutionnaires jusqu'aux catholiques les plus ultramontains, comme l'abbé Moignot n'est pas tant que ça ultramontain, mais l'abbé Moignot, l'abbé François-Napoléon Moignot, défend dans les colonnes des diverses revues auxquelles il participe l'alliance de la science et de la foi. Donc on voit que c'est assez indépendant des opinions politiques, on trouve sur une bonne partie du spectre politique une adhésion assez massive à la science qui vise en effet à faire adhérer la population à cette idée-là. Donc, vulgarisation savante, qui porte un peu ses fruits, et comme je le disais surtout, qui va répandre cette idée selon laquelle c'est la science qui dit la vérité des catégories ultimes du monde.
un exemple parmi tant d'autres, l'abbé Moignot, dans les colonnes de sa revue, s'énerve beaucoup, c'est un exemple que j'aime bien, il s'énerve beaucoup contre Boussingault. Boussingault, qui est-il? C'est le père de l'agronomie française, pour le dire très vite. C'est un savant qui a beaucoup travaillé en chimie, qui a travaillé visant à importer la chimie dans l'agriculture, qui participe à la création de stations agronomiques en lien avec l'Allemagne aussi à l'époque. Et Moignot s'énerve beaucoup contre Boussingault parce que Boussingault essaye d'expliquer la chose suivante. Il essaye d'expliquer pour quelle raison est-ce que quand on chauffe du pain qui est dur, le pain redevient mou. Vous avez sans doute déjà fait cette expérience. On a des pains un peu rassis, on le met dans un grille-pain, alors ça devient un peu grillé et dur sur le dessus, mais par contre l'intérieur redevient mou. Et Boussingault explique ça en disant que c'est dû au fait que le pain possède un état moléculaire particulier. Et ça, l'abbé Moignot, ça l'insupporte. L'abbé Moignot, pourquoi ça l'insupporte? Parce qu'il dit c'est une tautologie, c'est-à-dire ça ne fait rien d'autre que dire ce que l'on sait déjà. Il fait le parallèle avec ce que raconte un auteur antique, Diafoirus, sur les vertus dormitives de l'opium. Et en effet, Diafoirus explique le fait que prendre de l'opium ça fait dormir parce que l'opium posséderait des vertus dormitives. Donc vous comprenez, expliquer quelque chose parce que ça possède des vertus qui font cette chose, ça n'explique pas grand-chose selon l'abbé Moignot. Et donc l'abbé Moignot dit on ne peut pas se contenter comme le fait Boussingault, alors même que c'est un grand chimiste qu'il aime bien par ailleurs, on ne peut pas se contenter de dire qu'il y a un état moléculaire particulier. Il faut aller au plus profond des composants du réel, il faut parler de ce que sont ces molécules, de la façon dont elles sont agencées les unes avec les autres, et c'est seulement à ce prix-là que l'on peut prétendre décrire vraiment la réalité. Donc là on voit bien, indépendamment des opinions politiques et religieuses de Moignot, qui par ailleurs défend le fait que la réalité la plus ultime du monde c'est le divin, eh bien Moignot explique très clairement que le monde n'est pas composé de ce qui semble évident, les catégories, l'ontologie naïve que l'on aurait autour de nous, des cuillères, des tasses, des olives et je ne sais quoi, mais non, ce que sont les composants les plus ultimes du monde, ce sont les molécules, les échanges d'énergie, les atomes, etc. Donc on voit bien l'effort d'éducation que la science populaire va réaliser auprès de l'ensemble de la population, notamment française ici, eh bien c'est cette idée selon laquelle on n'a pas accès naïvement, grâce à nos sens, à la véritable réalité du monde. Il faut en passer par la science et par les laboratoires pour avoir accès à celle-ci. Autre point dont je parlais, qui va participer très largement à cette popularisation et massification de l'idée de science, ce sont les liens avec l'industrie, à tous les niveaux d'ailleurs. Déjà les liens même spectaculaires, puisqu'il y a plusieurs épisodes qui sont très importants dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que sont les expositions universelles. De véritables grandes messes à la gloire du progrès et de la science révélée que l'on voit advenir sous nos yeux. D'ailleurs, je le dis très brièvement, mais la première exposition universelle en France a lieu en 1855. Dans le monde, c'est en Angleterre en 1851. À l'époque, Napoléon III est très occupé, il fait son coup d'État, donc ça ne peut pas être en France. Donc il est dépité que ce ne soit pas la France qui, la première, ait réussi à organiser une exposition universelle. Donc dès 1952, il missionne certains de ses plus proches collaborateurs pour qu'il y ait une exposition de ce type qui soit organisée. Et les expositions universelles vont être des moments vraiment considérables d'éducation de la population aux vertus de la science et de l'industrie, sans compter la reconfiguration massive du paysage urbanistique parisien notamment. Alors évidemment on connaît la Tour Eiffel en 1889, mais d'ailleurs ce n'est pas la seule chose qui est construite et qui reconfigure Paris à l'époque pour le besoin des expositions universelles. Et donc, dès la première exposition française de 1855, Charles Baudelaire ironise dans la chronique qu'il fait de l'exposition sur ce qu'il nomme, c'est comme ça qu'il intitule sa chronique, un déplacement de vitalité. Puisque la plupart des peintres sont dépités que le pavillon des Beaux-Arts soit très peu visité par l'ensemble des visiteurs, justement, alors que la galerie des machines, tout le monde se précipite pour aller voir, en effet, ces marteaux-pilons, la glace produite à je ne sais combien de kilos à l'heure, même les premiers daguerréotypes qui sont visibles, les machines à laver, le Colt de Samuel Colt, et même des aquariums. On dit que Jules Verne aurait vu ces aquariums, et c'est ce qui l'aurait inspiré pour 20 000 lieues sous les mers, des aquariums où on paye des scaphandriers qui toute la journée sont à l'intérieur et qui font coucou aux passants à l'extérieur. Donc voilà, vraiment toute une mise en scène des machines et de la science qui font que, à l'issue de la première exposition universelle de 1855, la quasi-totalité des vulgarisateurs de la presse de sciences populaires disent « Nous appelions de nos voeux l'unification des sciences en une seule science. Il n'y avait pas de meilleur exemple et de meilleure illustration de cela que la grande exposition que nous venons de vivre et de voir. Nous avons enfin vu qu'il faut en finir avec le secret des artisans qui ne veulent pas transmettre leurs procédés. Pour la gloire de l'industrie, la science nous a montré à l'exposition que c'est désormais le futur qui sera ouvert grâce à elle. » Alors,
pour quand même avoir un ordre d'idée de l'impact de ces expositions sur les populations, il faut quand même se représenter ça. C'est pas du tout une petite exposition comme ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas, un salon à la porte de Versailles, le salon de la plongée, de l'érotisme ou de je ne sais quoi. Non, non, c'est une exposition universelle, ça se compte en millions les visiteurs. Hein. L'objectif de l'exposition de 1867, c'est de dépasser les 10 millions de visiteurs. Donc on a du mal à se rendre compte, hein, dans un pays qui ne compte pas encore. Alors, ça ne veut pas dire que 10 millions de visiteurs, c'est 10 millions de personnes différentes, parce que si on visite l'exposition 2 jours de suite, on est compté 2 fois. Hein, donc voilà. Mais ça n'empêche que l'exposition, je crois, de 1867, ça doit être 11 millions et quelques. Il y a des gens qui viennent évidemment de toute la planète. C'est un moment politique de très grande ampleur. Il y a une visite de la reine Victoria après 1855 sur, en effet, enfin bref, il y a tout un tas d'événements qui sont très importants aussi politiquement dans cette histoire-là. Et de la même façon, l'exposition de 1867, le ministre de l'Éducation, de l'Instruction publique, Victor Duruy, missionne les instituteurs qui sont défrayés pour venir à Paris pendant les mois d'été où ils sont en congé. Il met à leur disposition les internats qui sont libérés puisqu'on est en plein mois d'août. Comme cela, ils peuvent venir voir l'exposition universelle et ensuite revenir dans les campagnes, répandre la bonne parole qu'ils ont vue à l'exposition. Voilà, là, on se rend comme ça un petit peu compte hein, aussi. Il y a plus de 3000 instituteurs qui viennent et qui ensuite repartent en province pour répandre cette bonne parole. Tous ces éléments hein, participent à la popularisation de cette idée de science. L'industrialisation, j'en dirai un autre mot tout à l'heure, mais avant, juste expliquer aussi ce contexte français très spécifique, et je serai très bref, c'est sans doute très insatisfaisant, mais sur cet épisode particulier en France que sont les années 1859-63, qui sont 4 années, enfin 5 années si on prend la totalité des bornes, qui sont des années où d'un seul coup l'idée de science acquiert aussi une forme de solidification et d'évidence supplémentaire dans les consciences françaises. Il y a une conjoncture politique assez particulière liée à ça, à commencer par l'attentat d'Orsini en 1958. Napoléon III commence par réprimer, comme il l'a fait pendant la première décennie du Second Empire. Et puis il lui apparaît assez tôt, notamment aussi sur les conseils de certains de ses collaborateurs, que ce ne sera pas forcément tenable comme posture sur le long terme. Et donc il va avoir une stratégie de libéralisation du régime et donc de lâcher un peu de lest auprès des républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment, bon, la politique intérieure est un peu trop ficelée pour qu'il puisse changer tout ce qu'il veut, même si, bon bref, c'est une histoire complexe. Simplement, ça aboutit notamment aussi à la guerre d'Italie, parce que l'une des revendications républicaines, c'est l'unification italienne. Qui dit unification dit capitale, qui dit capitale de l'Italie dit Rome, qui dit Rome dit Vatican, et si le Vatican a le sentiment de se faire spolier d'une partie de ses terres par, en effet, l'effort français, ça distend, en fait, les relations qui, au début du Second Empire, étaient très proches entre, précisément, le trône impérial et l'autel papal. Ce qui fait que, d'ailleurs, Napoléon III va missionner Victor Duruy, avant qu'il soit ministre, hein, pour écrire une histoire de Rome qui est censée minimiser l'importance du Vatican à Rome. Donc là, on voit aussi qu'il y a un vrai effort d'instrumentalisation politique de l'histoire. Mais bon, tout ça pour dire que les républicains, à partir de la guerre d'Italie notamment, d'un seul coup ont le sentiment que s'il est toujours très risqué de s'en prendre frontalement au régime du Second Empire, on risque les galères, la déportation, la prison, le pire et je ne sais quoi, s'en prendre à l'establishment catholique, c'est moins grave. Or, l'agenda politique anticlérical est en tant que tel partie intégrante de l'agenda politique d'une partie des républicains. Et donc, d'un seul coup, on voit émerger comme cela, à partir de 1859, tout un tas de volontés républicaines de s'en prendre à l'Église catholique, qu'elle soit française, enfin gallicane ou ultramontane. Et donc, à partir de là, on voit en l'espace de ces quelques années un grand nombre de controverses qui émergent, où tout un tas de républicains vont mobiliser des controverses savantes pour leur agenda politique anticlérical, précisément. Donc ce sont ces années-là qu'on voit émerger, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, ce serait infiniment trop long, mais on voit toutes ces controverses qui arrivent en même temps, ce qui s'appelle dans les journaux d'époque l'affaire Galilée. Hein. D'un seul coup, on se met à dire que Galilée a été opposé à l'obscurantisme religieux. En fait, quand on regarde le détail de l'histoire de Galilée, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Hein. Galilée, c'était un grand copain de tous les théologiens avec qui il écrivait. D'ailleurs, c'est sans doute l'un de ses problèmes, c'est que l'un de ses grands amis, le cardinal Maffeo Barberini, entre-temps devenu pape Urbain VIII, est très vexé quand il a le sentiment que dans l'un des dialogues que Galilée a écrits, il y aurait l'un de ses arguments qui aurait été mis dans la bouche de celui sur lequel Galilée ironise, Simplicio. Bon bref, passons. Galilée, en tout cas, n'était pas du tout un anticlérical, c'est complètement anachronique et incroyable d'écrire cela, mais à partir de 1859, pour les raisons de l'affrontement stratégique et médiatique de l'époque, ça devient une forme d'évidence que Galilée était condamné par l'Église en tant que telle.
De la même façon, on a une controverse autour de la génération spontanée entre Pasteur et Pouchet, savoir si, en effet, des êtres peuvent venir à l'existence à partir de rien ou à partir de quelque chose. Pasteur, catholique très convaincu, veut rendre gorge aux arguments de Pouchet, protestant, parce que selon Pasteur, si la génération spontanée était montrée, ce que veut faire Pouchet, eh bien cela invaliderait le fait que la divinité aurait créé de toute éternité tous les êtres dont les êtres actuels seraient héritiers. Enfin, descendants, pardon. On a donc la querelle autour de la génération spontanée, l'affaire Galilée. Il y a évidemment la querelle, la controverse issue de la publication de l'origine des espèces en français. Darwin, qui est quelqu'un de très prudent, qui a des doutes du point de vue de la foi, mais il veut même des fois ne pas en parler à son épouse, il ne veut pas la heurter, il retravaille très longuement son manuscrit, etc. Mais sauf que quand il veut le traduire en français, il ne trouve pas de traducteur, il propose un académicien, Armand de Quatrefages de Bréau, ça ne se fait pas pour diverses raisons, et la personne qui va le traduire finalement c'est Clémence Royer, il ne sait pas qui c'est au départ Darwin, il va s'en mordre les doigts. Clémence Royer, elle a un parcours assez incroyable, mais elle a notamment deux caractéristiques, c'est qu'elle est une Lamarckienne convaincue, ce qui est un peu ironique du point de vue de l'histoire, et par ailleurs c'est une anticléricale folle furieuse, et elle n'a pas de mots assez durs pour vilipender l'Église dans la préface qu'elle réalise pour la traduction de l'origine des espèces. On manque de chance, un certain nombre de journalistes peu scrupuleux trouvent le livre un peu long, donc ils lisent que la préface. Donc en France, Darwin est considéré très souvent comme étant vraiment un anticlérical absolu qui a cherché à invalider tout ce qui était écrit dans la Bible, etc. Bon, Darwin cherchera à faire une autre traduction après assez vite, mais bon, le mal est fait. À partir de 59, enfin c'est 62 la traduction française, voilà, on pense, il y a plein de caricatures dans la presse, on présente Darwin en singe qui marche sur la Bible, etc. Il y a d'autres querelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, ce serait trop long, mais monogénisme et polygénisme, est-ce qu'il y a une seule source à l'origine humaine ou plusieurs? La querelle autour de la préhistoire, de l'antiquité humaine, c'est la bataille autour de la mâchoire de Moulin-Quignon. C'est un peu anachronique de faire ce parallèle, mais imaginez le retentissement au sujet de la caricature, des caricatures de Mahomet qui ont été faites dans Charlie Hebdo. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas on a un retentissement assez similaire quand la mâchoire de Moulin-Quignon apparaît dans la presse, puisque la question qui se pose c'est de savoir si cette mâchoire qui a été trouvée sur un terrain de fouille à Abbeville, enfin dans la région d'Abbeville, eh bien, est authentique ou non. Parce que si elle est authentique, on l'a trouvée dans une couche antérieure à la couche que l'on nommait à l'époque le diluvium, celle qui est censée dater du déluge, et si elle était en effet jugée authentique, eh bien ça voulait dire que l'être humain était plus ancien que l'âge que lui donnait la Bible. Donc une querelle très importante autour de ça, entre français et anglais, elle est expertisée, etc. Alors en France, on considère à l'époque que la mâchoire est authentique, en Angleterre, on considère qu'elle ne l'est pas. Bon, pour des raisons sans doute assez nationalistes aussi, comme ça permet de dire que c'est Jacques Boucher de Perthes qui a en effet découvert le premier la préhistoire, c'est un Français, donc les Français sont contents de dire ça. Jules Verne d'ailleurs, dans Le Voyage au centre de la Terre, a tout un passage où il explique cette controverse, il parle un petit peu de ça, le seul opposant étant Élie de Beaumont à l'Académie, en passant. Bon, ironie de l'histoire, la mâchoire sera considérée comme véritable, et c'était un faux. Ça a été montré avec des études au carbone 14 au XXe siècle. Donc on comprend pourquoi, à l'époque, les fouilles sont faites et les terrassiers sont payés à la pièce qu'ils trouvent. Donc évidemment, il y a tout un commerce qui se met en place, et vraiment une grande habileté de la part des terrassiers à trouver un grand nombre de pièces, même si elles n'étaient pas là au départ. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ça participe à la mise en place des normes de production savante, des fouilles en archéologie et dans toutes ces disciplines. Quand on commence à se poser les questions de savoir en effet jusqu'où est-ce que certaines personnes ont intérêt à trouver plus de pièces qu'il n'y en avait. Bien, donc la mâchoire de Moulin-Quignon, une querelle autour de ça. Et puis enfin, Ernest Renan, et notamment sa conférence au Collège de France, où devant une salle comble, il y a même des gens sur les fenêtres qui retraduisent ce qu'il raconte à l'extérieur, qui déclarent devant une foule rassemblée qu'il ne voudrait point froisser ceux qui nomment Jésus Dieu, puisque c'était un homme si admirable. Et donc là, tollé général, les catholiques se lèvent, il doit arrêter séance tenante, il est destitué de son cours au Collège de France, mais Renan récidive l'année suivante en publiant La vie de Jésus, où il revendique une approche historique de la vie de Jésus. Alors, les historiens aujourd'hui ne seraient pas très satisfaits par les normes de production méthodologique de La vie de Jésus d'Ernest Renan, puisque celui-ci, en fait, se sert comme source principale des évangiles, et puis là où il y a des trous, selon lui, dans ce récit, il voyage en Galilée et il essaye de s'imprégner de l'esprit du pays. Alors bon, je ne suis pas sûr que ce soit des méthodes historiennes très académiques aujourd'hui, passons. Mais donc, Renan revendique une approche scientifique de la vie de Jésus,
Et son ouvrage est à la fois un best-seller et un tollé général. Un théologien à Strasbourg a réussi à recenser plus de 30 volumes qu'il a intitulés Anti-Renan, de tout ce qui est publié contre Renan, pour en effet disqualifier ce qu'il a produit. À Marseille, l'évêque fait sonner les cloches tous les vendredis de la cathédrale pour que tout le monde soit au courant, évidemment, du blasphème dont la divinité a été l'objet. Alors aujourd'hui, on sait que si on veut éviter de parler d'un ouvrage, mieux vaut ne pas en passer par des formes de censure trop tonitruantes. Parce que, et de fait, là, c'est la meilleure publicité qu'on peut faire à l'ouvrage. Tout le monde s'arrache la vie de Jésus d'Ernest Renan. Donc là, on voit que tous ces débats ont lieu et participent d'une popularisation de l'idée de science, où d'un seul coup, ça devient une forme d'évidence au début des années 1860, selon laquelle science et religion auraient de tout temps été en opposition. Même si le terme de science, dans son sens très récent, précisément, n'est pas ancien, c'est pas grave, ça devient une forme d'évidence qui est colportée absolument partout, et aujourd'hui, ça semble presque étrange d'imaginer que dans les années 1840, quand on parle de la condamnation de Galilée, on rattache ça juste à des vicissitudes politiques qui sont propres et intérieures à l'Inquisition, et pas du tout à des questions très générales d'opposition, science, religion, je ne sais quoi. Bref, il me reste un quart d'heure si j'ai à peu près bien vu l'horaire. Donc, je voudrais juste dire maintenant deux choses. Je n'ai pas le temps d'entrer plus dans les détails des raisons qui vont participer à cette popularisation de l'idée de science. Je voudrais insister sur deux points maintenant. Le premier, c'est que contrairement à une idée répandue, et d'ailleurs c'est pas pour rien, c'est que c'est à cette époque-là que cette idée émerge, selon laquelle la science au départ était une discipline purifiée ou pure, qui était très éloignée des intérêts industriels et financiers. À l'inverse de cette idée qui est un peu une image d'Épinal, en réalité, les débuts de ce qui permet de faire advenir la science en France, et notamment ce qui se passe à l'université, ça n'a, à mon sens, quasiment jamais été en lien aussi étroit avec l'univers industriel qu'à cette époque-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui revendiquent aujourd'hui, au sein des laboratoires, de ne pas toujours être inféodées aux besoins économiques de diverses instances internationales, multinationales ou autres, sont dans l'erreur. Ce n'est pas mon point, je ne suis pas en train de juger ce qu'il y a aujourd'hui. La seule chose que je dis, c'est que dire il faut revenir à l'époque où la science était détachée des intérêts économiques et industriels, ça par contre, ça n'a pas tellement de sens parce qu'elle ne l'a jamais été en tant que telle. Voilà, c'est juste ça mon point. Je ne juge pas les mouvements qui ont lieu dans l'université ou je ne sais quoi à telle ou telle époque, fin XXe siècle, début XXIe. Mais donc, ceci pour dire qu'à cette époque, on voit émerger des revendications autour de la science pure, mais si dans le vocable science pure, on y met ce que nous on entendrait par science pure, en gros, pour le dire vite, si on pense à l'affaire, en effet, par exemple, de l'histoire du tabac, et comment on sait aujourd'hui, l'historiographie l'a assez bien montré, qu'il y a eu en effet des intérêts industriels qui ont été rattachés à certaines études pour essayer de montrer que le tabac n'était pas mauvais pour la santé, et comment ça a complexifié et rendu un peu plus long le développement de l'idée, et en effet, l'admission de l'idée que le tabac peut être, enfin que fumer peut être mauvais pour la santé. C'est plutôt à ça qu'on penserait quand on dit science pure. On imagine qu'il faudrait séparer la science de cet univers-là. C'est pas du tout ce que les gens appellent science pure à l'université au début dans la deuxième moitié du XIXe siècle, tout simplement parce que ce qu'ils disent, les savants à l'université, c'est la chose suivante. Ils disent, si vous nous laissez politiquement les coups des franches pour faire notre travail, nous allons vous rapporter énormément d'argent industriellement. Leur argument est le suivant, ils sont à une époque où il y a un contrôle politique très fort, c'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui, mais à la Société d'anthropologie de Paris, on a des commissaires de police qui assistent pour voir qu'il n'y a rien qui est dit qui soit contraire aux bonnes mœurs. De la même façon, dans la Société de linguistique, c'est écrit dans les statuts qu'il est interdit de discuter de l'origine des langues parce que c'est un sujet trop polémique, qui pourrait en effet donner matière à controverse et à des discussions qui dépasseraient en effet ce qui est autorisé par les bonnes mœurs. Donc, ce que disent les savants à l'époque quand ils revendiquent la science pure, c'est simplement cette chose-là. Ils disent « arrêtez de vouloir nous contrôler politiquement ». Dans la première décennie du Second Empire, qui est assez peu libérale, c'est en effet ce qu'ils veulent dire. Et ils disent cela au nom justement de l'intérêt économique qu'ils vont pouvoir apporter à la nation. L'un des personnages les plus exemplaires, mais ce n'est pas du tout spécifique à lui, c'est vraiment une stratégie globale, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale participe de cette mise en place, et donc c'est Louis Pasteur, qui apparaît a posteriori comme étant vraiment le scientifique désintéressé, qui a œuvré pour le bien de l'humanité, etc. La quasi-totalité de la carrière de Louis Pasteur est consacrée à la production industrielle. Il commence à travailler dans les vinaigreries, sur l'acide tartrique et paratartrique. Ensuite, il s'intéresse à la fermentation, notamment de l'alcool de betterave, parce qu'il y a un de ses étudiants qui est le fils d'un industriel qui fait de l'alcool de betterave. Et en effet, il est un peu embêté parce que l'alcool devient assez rapidement frelaté dans les cuves où on le produit. D'ailleurs, l'épouse de Pasteur écrit à son beau-père, au père de Pasteur, qu'elle ne peut pas...
que ce n'est plus son fils qui lui écrit des lettres à ce moment-là, parce qu'il est plongé dans une fabrique d'alcool jusqu'au cou, hein, c'est l'expression qu'elle emploie. Ensuite, il va travailler dans l'industrie de la bière, du vin, de la sériciculture, donc la fabrication des verres à soie, parce qu'il y a une énorme épizootie dans le sud de la France qui fait chuter la production de 75% en quelques années. Bref, il va travailler dans toutes ces industries-là, ensuite sur la maladie du charbon des moutons, le choléra des poules, etc. Et c'est seulement sur la fin de sa vie qu'il arrivera à travailler sur la rage et des choses qui ne sont pas directement industrielles et commercialisées. Et Pasteur lui-même argumente cela, hein, il dit il fait de la science pure justement parce qu'il peut produire un bien-être économique pour la nation. La quasi-totalité de ses œuvres concerne cette histoire-là. Donc, tout cela pour dire que c'est quasiment main dans la main que la science académique se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle en très grande proximité et intimité avec l'univers industriel. Ça mériterait beaucoup d'autres développements sur cette question, mais je ne vais pas du tout avoir le temps, on pourra éventuellement revenir là-dessus dans les questions. Je voudrais maintenant seulement terminer cette présentation par un point qui est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le contexte et la spécificité du contexte français rattaché à la question de l'école et de la science à l'école. À nouveau, je suis désolé, je le fais un peu à coup de hache, il faudrait dire les choses beaucoup plus finement, beaucoup plus nuancées, mais voilà, 10 minutes pour faire ça. Alors, la situation en France est à peu près la suivante. Et je reprends ici des thèses qui sont très balisées dans l'historiographie, des gens comme François Furet, Claude Nicollet, Étienne Barral ou même Marcel Gauchet, qui ont très bien montré qu'il y a un lien assez fort avec le développement notamment des élites républicaines au début de la Troisième République et le positivisme, ou plutôt l'héritage positiviste qui va se retrouver dans un certain univers savant, mais aussi un univers industriel. Donc c'est toute une analyse en effet de réseaux sociaux qu'on peut voir se déployer. Mais même au-delà de cela, dans les discours, l'éloquence républicaine des débuts de la Troisième République s'interroge et discute et met en avant très largement la science comme étant la solution au désordre du siècle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, et ici l'un des personnages emblématiques c'est Émile Littré, le Littré du dictionnaire, qui va analyser les choses de la façon suivante, et d'ailleurs lui c'est pas un très grand orateur, c'est un très grand penseur, mais c'est pas un très grand orateur, il est repris par le ténor de l'éloquence républicaine, les Ferry, Gambetta, etc. Et Littré dit la chose suivante, c'est d'ailleurs la thèse que François Furet dans les années 1980 a défendue sur la Révolution française, ça consiste à dire la chose suivante, la Révolution française elle a été ouverte, elle a ouvert quelque chose dans la société, en 1789 ou alentour, et ça ne s'est jamais complètement refermé, on n'a jamais réussi à stabiliser la société depuis. C'est la thèse que défend François Furet, c'est pour ça qu'il écrit un ouvrage qui s'appelle La Révolution, 1780-1880, et Furet nous dit la chose suivante, la Révolution française, on ne peut pas circonstancier ça à quelques années, 1789, 93, 95, bref, on prend les bornes qu'on veut, mais par contre, il faut l'élargir beaucoup. La Révolution française, c'est un raz-de-marée, 1780-1880, il faut un siècle pour que cette situation incroyable, qui va vraiment bouleverser les structures de la société française, soit en quelque sorte résolue et stabilisée. Et c'est exactement l'analyse qu'en fait Littré mot pour mot. Il dit ces choses-là, il faut clore la Révolution française. L'analyse de Littré est la suivante. On est dans un univers, dans les années 1850 et après, où il y a un besoin de trouver une nouvelle assise à la société. Littré dit, la société d'Ancien Régime, avant la Révolution, elle était fondée sur deux choses, sur un diptyque, sur deux éléments comme les deux revers d'une même médaille. Une dimension matérielle et une dimension spirituelle. C'est l'analyse texto de Littré. Et il dit, avant la Révolution, dans l'Ancien Régime, la dimension matérielle de la société était assurée par la royauté, la monarchie, fondée sur la guerre, l'aristocratie, comme ayant les privilèges guerriers, même s'il y a aussi toute une histoire de noblesse de robe, évidemment. Donc, matériellement, la monarchie, l'aristocratie, la guerre. Et spirituellement, la religion, notamment chrétienne, notamment catholique. Et Littré dit, ces deux éléments ne peuvent plus stabiliser la société. D'une part, parce que depuis les premiers temps de la Révolution française, eh bien, il y a des revendications d'égalité qui font que les privilèges aristocratiques ne tiennent plus. On ne pourra plus stabiliser une société sur ces privilèges-là. Du côté matériel, ça ne va donc pas tenir. Du côté spirituel, Littré, en héritier du positivisme, puisqu'il a lui-même été secrétaire d'Auguste Comte, fondateur du positivisme, et bon, on pourrait discuter de compte longuement, désolé, je ferme cette parenthèse que je n'ai pas ouverte. Et donc Littré, en bon héritier du positivisme hétérodoxe, va défendre le fait que du côté spirituel, ça ne tient pas non plus l'ancienne assise de la société. Il faut la transformer, cette assise spirituelle, vers une nouvelle assise spirituelle qui va être cette fois-ci non plus le christianisme, mais la science.
Et donc, pour Littré, il faut passer de la guerre qui devient l'industrie et la paix vers, et de l'autre côté, du côté spirituel, la religion qui ne sert plus de ciment à la société, mais désormais c'est la science qui doit le faire. Et cette stratégie, cette analyse, qui devient une véritable stratégie politique, est reprise par la quasi-totalité des républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lit par exemple Jules Ferry, il dit la chose suivante, je cite l'un de ses discours: quand nous parlons d'une action de l'État dans l'éducation, nous attribuons à l'État le seul rôle qu'il puisse avoir en matière d'enseignement et d'éducation. L'État n'est point docteur en mathématiques, docteur en physiologie, en chimie. S'il lui convient à l'État, dans un intérêt public, de rétribuer des chimistes, des physiologistes, s'il lui convient de rétribuer des professeurs, ce n'est pas pour créer des vérités scientifiques. Donc Ferry est très clair, l'État paye des gens qui font de la science, mais ce n'est pas pour faire de la science, ce n'est pas ça qui intéresse l'État. Ce n'est pas pour cela que l'État s'occupe de l'éducation. L'État s'occupe de l'éducation pour y maintenir une certaine morale d'État, une certaine doctrine d'État qui importe à sa conservation. Donc c'est très clair chez Ferry. Ce qui est important dans le fait d'avoir la science que l'on va enseigner à plein de gens, à toute une future population, eh bien, aux futurs citoyens, c'est pour des raisons de stabilité sociale. Je le dis à nouveau à très grands traits, c'est à nouveau très insatisfaisant, mais les républicains ont en gros deux oppositions qui les embêtent beaucoup politiquement, sur leur gauche et sur leur droite. Sur leur droite, ils ont en effet toute une frange, qu'elle soit bonapartiste, orléaniste, catholique, monarchiste, etc., qui les embête parce qu'ils disent que, et à nouveau il faudrait discuter beaucoup plus finement, mais en gros on leur assène l'argument selon lequel ils n'ont pas de légitimité à pouvoir prendre les rênes de la société et à en effet pouvoir discuter de l'avenir de la société. Face à ces éléments qui leur posent problème politiquement, ils ont une réponse toute trouvée qui est la science. Parce que la science, je me souviens des controverses dont j'ai parlé, a montré que la Bible et l'ensemble des croyances religieuses étaient dans l'erreur. Seule la science peut montrer la vérité du monde. Donc tous ces gens qui prétendent s'opposer, en effet, au pouvoir politique des républicains, eh bien ils sont dans l'erreur. Mais sur leur gauche, c'est le même genre de bataille. Ils ont qui les embête? Sur leur gauche, les républicains, ils ont des socialistes, des anarchistes, tout un tas de groupuscules qui sont même prêts parfois à descendre dans la rue sur des barricades. Et ces gens-là les embêtent parce qu'ils revendiquent, eux, non pas la légitimité pour tenir les rênes de la société, mais tout simplement l'égalité tout de suite, ici et maintenant. Et les républicains vont donc avoir ce discours, qui est celui de la science, en disant la science nous apprend qu'il y a des lois immuables de l'évolution des sociétés. Et qu'il faut respecter ces lois. Et que ces lois nous garantissent le fait que nous irons vers cette égalité que vous revendiquez, mais plus tard, grâce au progrès. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas descendre dans la rue, faire des bains de sang, monter sur des barricades et je ne sais pas quoi. Non, non. Il faut se calmer, il faut maintenant assumer le fait que la société va dans la bonne direction grâce à l'industrie et qu'à terme, nous aurons cette égalité. Donc ça se traduit par des choses de ce type-là. Si on lit ce que Ferry raconte sur, en effet, l'éducation féminine, on trouve des discours qui seraient, dans l'absolu, pas très éloignés de ce qu'on peut raconter aujourd'hui autour des questions du genre, par exemple. Je cite toujours Ferry dans un de ses discours. « Apprenez qu'il est impossible de dire des femmes, être complexes, multiples, délicats, pleins de transformations ou d'imprévus, de dire elles sont ceci ou cela. Il est impossible de dire dans l'état actuel de leur éducation qu'elles ne seront pas autre chose quand on les élèvera différemment. Par conséquent, dans l'ignorance où nous sommes des véritables aptitudes de la femme, nous n'avons pas le droit de la mutiler. » Applaudissements de la foule. Foule masculine, mais foule néanmoins. Et il continue. « Celui qui tient la femme, celui-là tient tout. C'est pour cela que l'Église veut retenir la femme. Et c'est aussi pour cela qu'il faut que la démocratie la lui enlève. Il faut que la démocratie choisisse sous peine de mort. Il faut choisir, citoyen. Il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église. » Et là, tonnerre d'applaudissements. Donc on voit très nettement, chez Ferry, c'est exactement instrumentalisé. L'idée de la science sert à définir l'agenda politique des républicains. Cette idée est très simple, d'ailleurs c'est un argument qui a été tenu à gauche pendant très longtemps, contre le droit de vote des femmes, qui consistait à dire que tout le monde sait bien que les femmes sont des grenouilles de bénitier, et que si on leur donne le droit de vote, eh bien elles vont voter à droite. Donc évidemment, une grande partie des partis de gauche se sont opposés au droit de vote des femmes. Bien, tout ça pour dire que donc au final, il y a une véritable œuvre de stabilisation sociale qui va être effectuée par l'enseignement de la science à l'école, et comprenez bien, il ne s'agit pas de l'enseignement de la vraie science, celle qui se fait dans les laboratoires, c'est la science mythique qu'on enseigne. Ce sont des inventions pures et simples, c'est Newton qui se balade, qui voit une pomme qui tombe et qui invente la gravitation universelle, c'est Archimède dans son bain qui dit Eureka et on ne sait pas bien ce qu'il faisait dans son bain, etc. Non, ce sont vraiment ces mythes qui sont enseignés, et c'est enseigné au premier sens du terme, parce que les principales statues qui sont édifiées sous la Troisième République
public, ce ne sont pas des généraux, ce ne sont pas des maréchaux, ce sont des scientifiques, des savants, ce sont des industriels dont on érige des statues dans les rues. D'ailleurs, on en a toujours une bonne partie aujourd'hui. Hein, si on se balade dans Paris, on peut encore en voir un certain nombre. Et cette stratégie politique est assumée par Paul Bert, ministre de l'Instruction publique et des cultes sous le gouvernement Gambetta en 1881-82. Il dit la chose suivante: lorsque l'enfant aura appris dans l'étude des sciences d'observation le culte de la loi, lorsqu'il saura de source certaine que tout est fait à une cause antécédente, n'ayez plus peur que ce caprice chassé de la nature, cet enfant devenu homme et citoyen, l'admette dans la société. Non, cet enfant ne croira plus au miracle, il n'attendra plus rien du coup d'État, venant du pouvoir et venant de la rue. En effet, qu'est-ce qu'un miracle, sinon un coup d'État dans la nature? Qu'est-ce qu'un coup d'État, sinon un miracle dans la société? Les deux idées sont corrélatives, venues à la suite d'un enseignement anti-scientifique, elles disparaîtront ensemble devant un enseignement scientifique. Vous comprenez le parallèle qu'il fait, hein. Il dit le coup d'État et le miracle, ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Si on imagine qu'on peut comme ça, d'un coup de baguette magique, transformer la société, ça s'appelle un coup d'État. Et il dit, si on fait un peu de science sérieusement, on s'aperçoit que c'est pas possible, donc on arrête les coups d'État. De la même façon, imaginez transformer l'eau en vin ou multiplier les pains ou je sais pas quoi, c'est un miracle. On imagine que d'un coup de baguette magique, comme ça, paf, on peut changer les lois de la nature. Non, la science nous apprend qu'il y a des lois qui sont immuables, etc. On va enseigner ça aux enfants à l'école, et soyez certains que maintenant, plus personne ne voudra changer la société. On va garantir son évolution et sa stabilité dans les années à venir. Alors, il me reste 1 minute à la montre par rapport à ce que j'ai noté. Je peux me permettre de 2 minutes de plus pour finir. Ce qui se met en place, à mon sens, à cette époque, cette mythologie scientifique, participe à la stabilisation de la société au travers notamment de la mise en place d'une forme d'expertise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, j'ai travaillé sur une controverse à Gennevilliers, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, où, suite notamment à l'explosion démographique parisienne, au développement industriel dans la capitale, parce qu'il ne faut pas croire que l'industrie s'est développée en province, hein. À Paris, c'était un grand centre industriel au 19e, et on avait très souvent l'habitude de mettre derrière les façades des rues, en deuxième instance, derrière les cours. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de petites cours qui ont été construites dans les arrondissements du centre de Paris. C'est pas la seule raison évidemment, mais l'industrialisation en tout cas est très forte à Paris, et ce qui veut dire qu'il y a un problème qui est celui des déchets, notamment des égouts. On déverse tout ça dans la Seine, notamment quand il pleut, ça devient un cloaque infâme. En plus, c'est redoublé par le fait que toutes ces substances tuent les poissons, qui remontent à la surface, qui meurent, qui se déversent sur les berges, qui pourrissent à leur tour, qui font que ça sent encore plus mauvais. Donc il y a un gros problème avec l'épandage parisien, et une solution qui est trouvée par les ingénieurs de la ville de Paris, c'est d'utiliser la presqu'île d'Asnières-Gennevilliers pour épandre tout ce qui est issu de ces égouts. Donc on construit un immense collecteur, et voilà, on déverse. Alors localement à Gennevilliers, les maraîchers sont très heureux, hein. Ils ont une source d'engrais inépuisable, il y a un jardin modèle qui est créé, on vend jusqu'aux halles les légumes, les fameux poireaux de Gennevilliers. Bon alors, certains ne sont pas contents, ils disent que quand on presse les poireaux, il y a un jus noir qui sort, etc. Mais bon. En tout cas, ça se développe comme ça, mais par contre, localement, au-delà des maraîchers, la population, les riverains, ne sont pas très heureux. Hein. Il y a beaucoup de témoignages, de procès, des gens qui ont 2 mètres d'excréments dans leur cave, les animaux qui boivent dans les puits qui meurent, etc. etc. L'affaire fait un certain bruit et remonte jusqu'à l'Assemblée nationale, puisqu'on sait bien qu'en France, hein, ce qui est parisien est national. Donc l'Assemblée nationale va discuter de ce qui se passe sur la presqu'île de Gennevilliers. Et là, qu'est-ce qu'on voit surgir? On voit le député Krantz qui arrive à l'Assemblée et qui explique que, de tout temps, les plus grandes avancées savantes et industrielles et scientifiques ont été opposées à l'obscurantisme du peuple qui ne comprend rien. Et donc, que nous dit le député Krantz? Il mobilise l'affaire Galilée en disant « Souvenez-vous Galilée, lui qui avait révélé la vérité du monde, il y a des gens qui pensaient pouvoir discuter de cette vérité alors même qu'ils n'étaient pas scientifiques. On a vu le jugement de l'histoire, arrêtez de dire des bêtises, il n'y a que les astronomes qui peuvent parler d'astronomie. Vous avez beau être le pape, l'empereur, qui vous voulez, vous ne pouvez pas faire dire à la science ce qu'elle dit qui est la vérité. » Donc, ce qui se met en place, c'est une forme de mythologie, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout comme ça que l'histoire du procès de Galilée a eu lieu, mais passons, c'est ce que présente le député Krantz, qui se met en place à l'époque. Et comme toute mythologie, elle se met en place, à mon sens, pour justifier des choses qui sont en réalité irrationnelles ou contradictoires. Notamment le fait qu'on prête des propriétés contradictoires à la science. La science, elle fait 2 choses, si je me permets de citer Chalmel-Lacour. Chalmel-Lacour dit les choses suivantes à quelques pages d'écart. Les vérités de la science, abstraites et impersonnelles, fruits du labeur patient et non pas inspiration de la grâce, n'ont rien à promettre. Première idée très simple à comprendre, la science c'est objectif, c'est neutre, ça appartient à personne, ça dit la vérité du monde. Très simple, hein, les vérités de la science, abstraites et impersonnelles, etc., n'ont rien à promettre. Deuxième point de Chalmel-Lacour, il ne s'aperçoit pas que ça peut être lié, ou on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il met les deux à la suite, à peu de choses à quelques pages près. Galilée, et c'est là son plus grand titre, a doté l'intelligence humaine d'un levier qui centuple ses forces.
d'un instrument de certitude, c'est-à-dire d'émancipation, grâce auquel le gouvernement suprême de la vie et des sociétés lui est désormais assuré. Une puissance nouvelle, celle de la science, est née au monde. Donc on voit, c'est très contradictoire. La science, ça peut pas à la fois ne rien promettre à personne et assurer le gouvernement suprême de la vie et des sociétés. Moi, si on promet rien, mais qu'on promet juste le gouvernement suprême de la vie et des sociétés, moi je veux bien, hein, mais c'est quand même un tantinet contradictoire. Et pourtant, personne note cette contradiction à l'époque. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de prendre des citations d'époque, si on a un petit peu ce sentiment, hein. Il y a cette double idée dans la science. La science, elle est neutre, objective, impersonnelle, mais en même temps, c'est elle qui change le monde, qui fait des avancées, qui va faire que le monde ne sera plus tel qu'il était par le passé, qu'il sera meilleur, etc. Et ça, c'est une dimension qui, épistémologiquement, philosophiquement, rationnellement, est parfaitement contradictoire. Et, comme toujours, si en effet on se place d'un faux qui n'existe pas, mais d'un point de vue qu'on imagine extérieur, venant de Mars ou venant de je ne sais où, on a le sentiment que c'est très contradictoire. Mais si on ne voit pas les choses de façon contradictoire à l'époque, c'est précisément parce qu'il y a une mythologie qui fait tenir ces contradictions ensemble. C'est d'ailleurs ce que l'anthropologie a appris en sciences humaines sur les peuplades dites primitives, comme on les appelle au XIXe siècle. Un grand nombre de colons arrivent et disent « Oh là là, mais ces gens-là, ils sont très irrationnels quand même, vous vous rendez compte, ils font la danse de la pluie et il pleut pas. » Ils devraient s'apercevoir que c'est complètement stupide. Si des fois ils font la danse de la pluie et qu'il ne pleut pas, c'est bien que ça n'est pas lié, que ce n'est pas la danse de la pluie qui fait pleuvoir, mais que c'est autre chose. Et ce que nous dit l'anthropologie, c'est que c'est caricatural de voir ça comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En réalité, c'est pas la danse de la pluie qui fait pleuvoir, c'est la danse de la pluie qui est une forme d'intercession auprès d'entités supérieures qui existent parce qu'on connaît une mythologie qui nous l'explique, etc. et qui permet en fait de comprendre que si elle est mal effectuée ou que les offrandes ne sont pas bien faites ou qu'un tabou n'a pas été respecté ou je ne sais quoi, les entités supérieures peuvent refuser de faire pleuvoir malgré la danse de la pluie ou si elle n'a pas été bien faite. Donc ce que l'anthropologie nous explique, c'est que ce qui apparaît comme une contradiction pour des gens extérieurs à une société, ici les colons qui arrivent et qui disent mais ils sont complètement irrationnels, eh bien en fait c'est pas une contradiction pour la société, parce qu'il y a une mythologie qui fait tenir ces contradictions ensemble comme ne semblant pas en être. Il me semble que c'est exactement la même chose. On voit une mythologie qui se met en place, qui sert à faire tenir cette contradiction interne à l'idée de science, selon laquelle la science ne promet rien et la science promet tout en même temps. Et cette contradiction, il me semble qu'elle est masquée par cette mythologie, notamment galiléenne, et le second 19e siècle, c'est l'époque où se répand massivement la mythologie du « et pourtant elle tourne ». Vous avez sans doute déjà entendu ça, hein, Galilée qui à la fin de son procès se relève et qui dit « et pur si muove », et pourtant elle tourne, avec cette idée, il y a des tableaux qui sont peints au 19e siècle qui présentent Galilée comme ça, cette idée selon laquelle, même si l'Inquisition le condamne, l'Inquisition ne peut pas faire que ce ne soit pas le soleil qui soit au centre de l'univers, enfin que ce soit l'héliocentrisme qui soit plus vrai que le géocentrisme. Ici, je citerai Pierre Larousse, le Larousse du dictionnaire, qui refuse d'avoir des enfants parce que son seul véritable enfant doit être son dictionnaire. Et Larousse écrit la chose suivante à l'article Galilée, je cite « Quant au fameux mot « et pur si muove », il faut bien reconnaître qu'il n'a jamais été prononcé. Il est sorti non de la bouche du pauvre vieillard confus et humilié, qu'il n'a jamais été prononcé. Aucun témoignage contemporain ne le mentionne. Donc il est très clair, il dit « et pourtant elle tourne », c'est du pipeau, ça n'existe pas, ça n'a jamais été dit. Mais disons, avant de le reléguer parmi la foule innombrable des mots soi-disant historiques, qu'il est de ceux qui sont plus vrais que la réalité même. C'est fort quand même, c'est plus vrai que la réalité. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire philosophiquement, mais lui, il l'explique très clairement. Le « et pur si muove », prononcé ou non, restera éternellement, parce qu'il est la réponse victorieuse de la science à quiconque veut étouffer sa voix. Vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Galilée, il n'a pas dit « et pourtant elle tourne ». Mais pourtant, c'est plus vrai que s'il l'avait dit, parce que ça nous explique que quiconque voudrait faire dire autre chose à la science que ce qu'elle dit, eh bien, il est déjà dans l'erreur. Personne ne peut parler au nom de la science si ce n'est les scientifiques. Et donc, désormais, ce sont les experts, les seuls, qui auront le droit de dire la vérité du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exclut politiquement une partie des décisions pour la population. Les gens peuvent démocratiquement discuter de tout, sauf de ce qui est la science, et qui nous dit la vérité du monde. Et donc si on nous dit, je ne sais pas, eh bien voilà, il faut épandre les égouts sur la presqu'île de Gennevilliers, et que les ingénieurs, représentants de la science, l'ont dit auprès de la ville de Paris, eh bien il faut faire ça. Il n'y a pas de discussion, vous avez beau ne pas être d'accord et avoir 2 mètres de merde dans votre cave, vous n'avez pas vos chapitres, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il me semble que à la fin du XIXe siècle, on est dans une situation où, en quelque sorte, la science sert de ciment idéologique et même religieux à la société telle qu'elle se développe. Je citerai juste en conclusion Émile Zola, qui à la veille de l'exposition d'électricité de 1881 a écrit dans le Figaro la chose suivante: « Je crois à la science parce qu'elle est l'outil du siècle, parce qu'elle apporte la seule formule solide de la politique et de la littérature de demain. C'est elle, la science, qui a ouvert la révolution, et c'est elle qui la fermera.
il n'y a plus pour l'humanité de salut qu'en elle, et j'ajouterai Amen. Je vous remercie.